Lorsque nous mentionnons Archimède, l'image d'un scientifique génial émerge immédiatement, ayant compris les fondements de l'univers bien avant l'avènement des connaissances scientifiques modernes. Son nom incarne la puissance de l'esprit humain, capable d'élargir les frontières du possible. Mais qui est réellement cet homme exceptionnel dont les découvertes continuent d'inspirer à travers les millénaires? Archimède était né vers 287 avec Jabessé à Syracuse, une cité-État grecque située sur l'île de Sicile. À cette époque, Syracuse était un important centre culturel et scientifique, réunissant les idées remarquables des anciens Grecs. La ville se caractérisait par des contrastes. Elle était un port commercial prospère, où se discutaient des idées philosophiques et se créaient des œuvres d'art. Mais elle se trouvait également sur un territoire stratégiquement significatif, ce qui entraînait des attaques et des conflits fréquents. Cette dualité, une combinaison d'élégance et de danger, a probablement façonné la perception unique d'Archimède, où les connaissances théoriques s'entremêlaient avec des réalisations pratiques. Il a vécu à une époque où la science commençait à peine à explorer les fondements de l'univers. Malgré les réflexions de philosophes tels que Platon et Aristote sur la nature, leurs idées étaient rarement accompagnées de calculs réels ou d'expérimentation. Archimède est devenu celui qui non seulement observait, mais agissait également activement. Il concevait, testait et appliquait ses découvertes. C'est là son unicité. Il était à la fois scientifique et penseur. Son unicité résidait dans le fait qu'il n'était pas seulement un scientifique et un penseur, mais aussi un ingénieur capable de mettre ses idées en pratique. Syracuse, la patrie d'Archimède, a eu une influence significative sur son développement. La ville était sous la gouvernance du roi Hiéron II, un mécène des sciences et des arts. Archimède travaillait souvent dans son entourage, s'attaquant à la fois à des problèmes théoriques et à des questions pratiques importantes pour la ville. Hiéron II, appréciant le talent d'Archimède, lui confiait des missions complexes, allant de la construction d'ouvrages défensifs à la vérification de l'honnêteté des bijoutiers. Cette histoire a ensuite servi de base à la légende du Eureka, dont nous parlerons plus tard. Pour son époque, Archimède incarnait l'homme du futur. Ses travaux ne se limitaient pas à de simples calculs, mais constituaient également des recherches vivantes, empreintes d'une passion pour la connaissance. Il étudiait les nombres, les formules et les principes physiques, posant ainsi les bases pour les futurs scientifiques. Archimède comprenait que la science n'était pas seulement des idées abstraites, mais un puissant outil de transformation du monde. Sa personnalité est devenue le lien entre la philosophie ancienne et la science moderne. Il a établi des principes fondamentaux qui ont été utilisés pendant des siècles par Copernic, Galilée et Newton. Compte tenu des réalisations d'Archimède, il est difficile de ne pas s'étonner de la manière dont un homme ayant vécu il y a plus de 2000 ans a pu atteindre une telle compréhension profonde du monde. Il est tout à fait possible que son succès s'explique par une curiosité exceptionnelle et un désir de comprendre les phénomènes les plus complexes. Pour Archimède, il n'y avait pas de notion d'impossible. Il n'y avait qu'un problème en attente de solution. Archimède avait le talent de transformer des idées simples en quelque chose de majestueux. Bien que nous ayons déjà remarqué sa pensée à grande échelle, une phrase exprime le mieux son attitude envers la science et la vie. Donnez-moi un point d'appui et je renverserai la terre. Cette citation légendaire n'est pas seulement de belles paroles, mais un manifeste de sa génialité. Au début,
Cela peut sembler être une déclaration incroyable et audacieuse, mais Archimède savait parfaitement de quoi il parlait. Il faisait référence au levier, un dispositif simple capable de déplacer des objets dont le poids dépasse largement celui d'un homme, à condition d'avoir un point d'appui approprié. Si l'on allonge le levier et que l'on choisit une base solide, son potentiel devient. Ainsi, Archimède percevait les lois de la physique non pas comme des limitations, mais comme des opportunités. Cette phrase révèle non seulement les aspects mécaniques, mais aussi la pensée d'Archimède. Il était convaincu que pour chaque problème, il existe une solution. Il suffit de trouver le bon point d'appui. Sa capacité à résoudre des questions difficiles a inspiré les gens tant dans l'Antiquité qu'à travers les siècles. Archimède a démontré que la connaissance est une force capable de changer le monde. Son levier est devenu le symbole non seulement des découvertes physiques, mais aussi d'une philosophie. Avec le bon outil et une base solide, on peut accomplir beaucoup. Archimède est né à Syracuse, une ville qui incarne l'énergie, le mouvement et le progrès scientifique. Au IIe siècle avant notre ère, Syracuse n'était pas seulement une cité grecque, mais l'un des centres clés de la civilisation hellénique, où se croisaient les routes commerciales, les influences culturelles et les grandes idées. Tu es capable de beaucoup. Un coin où les idées se matérialisaient dans la vie quotidienne et n'existaient pas simplement dans l'air. La vie à Syracuse était vive et active. Les ruelles étroites bordées de petites maisons en céramique étaient remplies du bruit de la foule. Dans le port, des navires accostaient, apportant des marchandises de tout le bassin méditerranéen, où l'on pouvait croiser des marchands d'Égypte, des marins de Crète et des artisans de Carthage. Les gens échangeaient non seulement des biens, mais aussi des connaissances. Ces scènes animées de commerce et de communication ont probablement contribué à éveiller la curiosité d'Archimède et son intérêt pour l'étude du fonctionnement du monde dès son enfance. Cependant, Syracuse n'était pas seulement un centre de commerce et d'abondance. Grâce à sa position stratégique, la ville était souvent la cible d'attaques, ce qui épuisait les habitants dans leurs efforts pour renforcer la défense. Les meilleurs ingénieurs travaillaient à l'édification de puissants remparts et à la création de machines de guerre. On peut imaginer le jeune Archimède se tenant près des remparts de la ville, observant les artisans transformer la pierre et le bois en véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. C'est probablement à ce moment-là que sa passion pour la science a commencé à naître. C'est peut-être à ce moment-là que ses premières idées sur les mécanismes, qui lui apporteront par la suite la renommée, ont commencé à se former. Syracuse n'était pas seulement un lieu de création de machines de défense. À cette époque, la philosophie et la science, en Grèce, connaissaient un véritable âge d'or. Quelques décennies seulement avant la naissance d'Archimède, Euclide avait publié ses Éléments, l'un des traités les plus significatifs de l'histoire des mathématiques. Ces travaux se sont largement répandus dans le monde grec et sont devenus la base du processus éducatif. On parlait beaucoup de la nature des choses, du mouvement des étoiles et de la structure de l'univers. Archimède a grandi dans une atmosphère pleine d'idées, inspirantes pour de grandes découvertes. À cette époque, la science grecque était étroitement liée à l'application pratique. Par exemple, les mathématiques servaient de base à la création de structures architecturales et au développement de machines de siège. Dans un tel environnement, il était impossible de rester indifférent. Dès son plus jeune âge, Archimède a observé comment les idées des philosophes et des scientifiques devenaient réalité.
C'est probablement pour cette raison qu'il ne séparait pas la théorie de la pratique, les considérant comme des parties interconnectées d'un même processus. La vie à Syracuse était un mélange de diversité, une quotidienne dynamique, une culture intellectuelle et une lutte constante pour la survie. Pour un enfant curieux comme Archimède, c'était un environnement propice au développement. Il observait les marchands comptant leurs profits, les ingénieurs travaillant sur des systèmes d'approvisionnement en eau et les philosophes discutant de l'essence du monde. Tout cela a contribué à façonner le futur génie qui allait par la suite changer le cours de l'histoire. On peut imaginer le jeune Archimède, inspiré par le monde qui l'entoure, posant des questions. Pourquoi les navires flottent-ils? Comment fonctionnent les gigantesques catapultes érigées sur la place de la ville? Que font les scientifiques avec les cercles et les lignes qu'ils dessinent dans le sable? Ces questions ont marqué le début de son grand parcours, au cours duquel il découvrira des lois que personne avant lui n'avait soupçonnées. Après son enfance à Syracuse, Archimède a déménagé à Alexandrie, le principal centre scientifique et culturel de son époque. Fondée par Alexandre le Grand et prospérant sous le règne de la dynastie, cette ville est devenue un lieu de rassemblement. Alexandrie se distinguait par la concentration de connaissances et de technologies provenant de différentes cultures, égyptiennes, grecques, persanes et indiennes. Pour le jeune Archimède, cela créait des conditions uniques pour étudier les travaux des penseurs éminents du passé et échanger des idées avec les scientifiques contemporains. Alexandrie était célèbre pour sa bibliothèque, reconnue comme le plus grand réservoir de connaissances du monde ancien. Sa collection comprenait des milliers de papyrus et de manuscrits sur des sujets allant de la philosophie et des mathématiques à la médecine et à l'astronomie. C'est ici que les connaissances des différentes civilisations étaient rassemblées, systématisées et enrichies. En arrivant à Alexandrie, Archimède a eu accès à des travaux qui ont façonné sa vision du monde et sont devenus la base de ses futures découvertes. Cependant, la bibliothèque n'était qu'un des éléments de l'infrastructure scientifique de la ville. Il y avait également le Muséon, un institut de recherche et un établissement d'enseignement où les scientifiques étudiaient la nature, menaient des expériences et échangeaient des idées. Dans les murs du Muséon se tenaient des discussions et des débats qui favorisaient de nouvelles découvertes, ses contemporains et Archimède lui-même. L'un des moments les plus significatifs de son apprentissage fut sa découverte des travaux d'Euclide, qui étaient déjà considérés comme le manuel fondamental de la géométrie à l'époque. Archimède a étudié cet ouvrage avec soin, systématisant les connaissances sur les objets géométriques et leurs propriétés. Ces connaissances ont non seulement renforcé son intérêt pour les mathématiques, mais ont également constitué un point de départ pour ses recherches ultérieures en géométrie et en mécanique. Archimède a perçu les idées d'Euclide comme un stimulant pour son développement et son expansion future. Archimède s'est également familiarisé avec les travaux d'autres scientifiques dans le domaine de la mécanique et de la physique. Par exemple, Ctésibios, l'un des pionniers des dispositifs hydrauliques, travaillait sur le développement d'horloges à eau et de pompes. Ces recherches ont pu servir de source d'inspiration pour Archimède dans le domaine de l'hydrostatique, ce qui a finalement conduit à la découverte de la célèbre loi d'Archimède. À Alexandrie, les concepts astronomiques étaient activement débattus, ce qui a probablement suscité chez Archimède un intérêt pour l'étude des corps célestes et des orbites des planètes. Son apprentissage dans cette ville lui a ouvert de nouveaux horizons.
L'apprentissage à Alexandrie a favorisé le développement des capacités d'Archimède et lui a permis d'interagir avec des personnes orientées vers des objectifs ambitieux. On y trouvait non seulement des théoriciens, mais aussi des praticiens qui résolvaient des problèmes liés à la défense des villes, à l'amélioration de l'agriculture et au développement de nouvelles technologies. Archimède a intégré cette approche pratique, qui est devenue un élément essentiel de son travail scientifique. De retour d'Alexandrie, Archimède est devenu un jeune homme plus curieux, avec des connaissances approfondies en mathématiques, en physique et en ingénierie, ce qui lui a ouvert la voie à des recherches indépendantes. Cette période a constitué un point de départ, où son talent a trouvé sa direction et où ses idées ont pris des formes concrètes. Après son retour d'Alexandrie, Archimède a commencé à explorer activement les mathématiques et la géométrie. L'une de ses découvertes significatives fut la spirale, désormais connue sous le nom de spirale d'Archimède, l'une des premières figures complexes décrites mathématiquement, dont les propriétés ont inspiré les scientifiques pendant des siècles. Pour visualiser la spirale d'Archimède, imaginez-vous en train de tracer une ligne en partant d'un point central. Dans ce cas, la distance entre les tours reste constante. Cela signifie qu'à mesure que la spirale grandit, chaque nouveau tour est situé à une distance égale du précédent. Si la spirale d'Archimède était en rotation, elle servirait non seulement d'objet géométrique, mais aussi d'un puissant outil pour résoudre des problèmes complexes. Archimède l'a utilisé pour étudier et calculer les surfaces comprises entre les tours de la spirale. À son époque, effectuer de tels calculs représentait un défi considérable, car des méthodes modernes comme les intégrales n'existaient pas encore. Il a développé ses propres méthodes pour trouver ces surfaces, et ses recherches ont jeté les bases des futures études mathématiques. La spirale d'Archimède s'est révélée très significative sur le plan pratique et a commencé à être utilisée en ingénierie et en mécanique. Par exemple, les pompes spirales pour le relevage de l'eau ont été inspirées par cette forme géométrique. Ces pompes étaient déjà utilisées dans l'Antiquité et leurs principes ont probablement été développés sous l'influence des idées d'Archimède. La spirale trouve également des applications dans des mécanismes nécessitant un mouvement fluide, tels que les transmissions à pignon et les constructions à vis. Même de nos jours, les idées issues de l'étude de cette courbe sont activement utilisées dans divers domaines de l'ingénierie. Archimède a considérablement fait avancer les mathématiques en créant des méthodes pour calculer les surfaces et les volumes de figures complexes, anticipant ainsi le calcul intégral. Il a utilisé la méthode de l'épuisement, qui consistait à diviser la figure en de nombreuses petites parties avec des paramètres connus et à sommer leur surface ou volume. Pour calculer la surface d'un cercle, Archimède inscrivait et circonscrivait des polygones réguliers. En augmentant le nombre de côtés des polygones, il parvenait à obtenir une approximation de plus en plus précise de la surface du cercle. Au final, il a établi que la surface du cercle est égale au produit du rayon par la moitié de la longueur de la circonférence. Archimède a fait des avancées significatives dans le calcul des volumes des figures tridimensionnelles. Il a prouvé que le volume d'une sphère représente 2/3 du volume du cylindre qui l'entoure, à condition que la hauteur du cylindre soit égale au diamètre de la sphère. Archimède considérait cette découverte comme l'une des plus significatives de sa vie et a laissé un testament demandant que l'on représente une sphère et un cylindre sur sa tombe.
Archimède a également déterminé les volumes des cônes, prouvant qu'ils représentent un tiers du volume d'un cylindre, ayant la même hauteur et le même diamètre de base. Il a étudié les surfaces et les volumes d'autres figures complexes, y compris les segments paraboliques. Malgré l'absence de théorie moderne sur les limites et les intégrales, Archimède appliquait en réalité des principes qui sous-tendaient le calcul intégral. Ses travaux ont constitué la base pour le développement ultérieur des mathématiques et ont inspiré des scientifiques modernes tels que Newton et Leibniz. L'une des histoires célèbres concernant Archimède est liée à la couronne du roi Hiéron II. Hiéron II, le gouverneur de Syracuse et le protecteur d'Archimède, avait commandé à un bijoutier une couronne en or, en forme de couronne de laurier. Cependant, après l'achèvement du travail, le roi soupçonna que l'artisan avait pu ajouter un métal moins cher. Cependant, afin de ne pas endommager la couronne lors de la vérification de sa pureté, Hiéron se tourna vers Archimède en lui demandant de déterminer si elle était réellement faite d'or pur sans la détruire. Archimède réfléchit longtemps à ce problème, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il prenait un bain, il remarqua que le niveau de l'eau montait lorsqu'il s'y immergeait. À ce moment-là, il réalisa que le volume d'eau déplacé était égal au volume du corps immergé. Ce principe est applicable à la couronne. En mesurant le volume d'eau déplacé par la couronne et en comparant sa masse avec celle d'un volume équivalent d'or pur, il était possible de déterminer s'il y avait des impuretés dans la couronne. Réalisant la solution du problème, Archimède sauta hors de son bain en criant « Eureka !», ce qui en grec signifie « j'ai trouvé », et courut dans les rues de la ville, oubliant même de s'habiller. Bien que cette partie de l'histoire soit probablement un peu exagérée, elle illustre la joie de la découverte et l'importance de l'événement lui-même. Archimède utilisa son principe pour vérifier la couronne. D'abord, il pesa la couronne dans l'air, puis il la plongea dans l'eau et la pesa à nouveau. En mesurant la différence, il put déterminer la densité de la couronne et la comparer à celle de l'or pur. En conséquence, Archimède confirma la présence d'impuretés, car la densité de la couronne s'avéra inférieure à celle de l'or. Cette histoire illustre l'émergence de la loi de l'hydrostatique, connue aujourd'hui sous le nom de loi d'Archimède. Selon cette loi, un corps immergé dans un liquide subit une force de flottabilité égale au poids du liquide déplacé. La légende de la couronne et le cri « Eureka » symbolisent la découverte scientifique, où l'observation et l'intuition mènent à une solution élégante d'un problème pratique. Ce cas démontre comment de simples observations de la vie quotidienne peuvent conduire à des réalisations scientifiques significatives. La loi d'Archimède explique pourquoi certains objets flottent, tandis que d'autres coulent. Pour mieux comprendre cela, imaginez que vous plongez un objet, comme une balle, dans l'eau. En étant immergé, la balle déplace une certaine quantité d'eau, ce qui entraîne un changement du niveau du liquide. La force de flottabilité, connue sous le nom de pression de flottabilité, agit par en dessous sur la balle, essayant de la ramener à la surface de l'eau. Le comportement ultérieur de l'objet dépend de son poids et de son volume. Si le poids de l'objet dépasse la force de flottabilité, il coule comme une pierre qui est trop lourde et ne déplace pas suffisamment d'eau pour être soutenu. En revanche, si le poids de l'objet est inférieur ou égal à la force de flottabilité, il reste à la surface, comme une planche en bois qui déplace la quantité d'eau nécessaire pour maintenir sa flottabilité. À travers un exemple de la vie quotidienne,
Lorsque quelqu'un s'immerge dans une baignoire, son corps déplace l'eau, ce qui entraîne une élévation de son niveau. Dans ce cas, la sensation de légèreté provient de la force de flottabilité de l'eau, qui compense partiellement le poids du corps. Ce principe a de nombreuses applications et explique pourquoi même les grands navires ne coulent pas. Leur structure leur permet de déplacer une quantité d'eau suffisante pour créer un équilibre avec la force de flottabilité. Concernant les ballons, dans le cas des ballons remplis d'hélium, les gaz à l'intérieur déplacent l'air, et grâce à la force de flottabilité, les ballons s'élèvent. Ainsi, la loi d'Archimède devient un principe important pour comprendre l'interaction des objets avec les liquides et les gaz. Cette découverte a eu un impact significatif sur le développement de l'ingénierie, de la construction navale et de nombreux autres domaines de la science et de la technologie. Après avoir développé les principes de l'hydrostatique, qui expliquent le comportement des corps dans les liquides, Archimède s'est tourné vers l'étude de la mécanique. Son accomplissement majeur réside dans l'exploration des leviers et des poulies, des mécanismes simples capables de réduire considérablement les charges physiques. Archimède a démontré comment un levier permet d'augmenter de manière significative la force appliquée. Il a remarqué qu'en plaçant correctement le point d'appui et en choisissant la longueur appropriée du levier, un petit effort à une extrémité peut soulever ou déplacer une charge bien supérieure à son poids. Ce concept a eu un impact considérable. La démonstration était une partie importante de la mécanique d'Archimède, qu'il illustrait de manière visuelle. Pourquoi la démonstration joue-t-elle un rôle important en mécanique? Archimède a montré comment, avec un minimum d'effort, on pouvait obtenir des résultats impressionnants, ce qui a rendu ses recherches particulièrement précieuses pour une utilisation pratique. En s'appuyant sur ses connaissances des leviers, il a développé un système de poulies connu sous le nom de palane. Cet appareil se composait de poulies fixes et mobiles, avec une corde passant à travers elles, facilitant considérablement le travail, avec des charges lourdes. Plus il y avait de poulies utilisées, plus il devenait facile de gérer le poids, ce qui a fait du palane un outil indispensable dans la construction et le transport. Archimède a activement appliqué ses découvertes. Ces dispositifs, tels que les leviers et les poulies, étaient utilisés pour la construction de bâtiments, le déplacement de lourdes pierres et la création de machines de siège, ce qui augmentait considérablement l'efficacité des travaux de construction. Les recherches d'Archimède dans ce domaine ont non seulement expliqué les principes fondamentaux de la mécanique, mais ont également montré comment les connaissances scientifiques peuvent aider à résoudre des problèmes pratiques. Ces découvertes ont servi de base à de nombreuses technologies qui sont encore utilisées aujourd'hui, des outils simples aux mécanismes de levage complexes. Archimède est devenu célèbre non seulement grâce à ses découvertes scientifiques, mais aussi grâce à ses inventions créatives. Ces inventions d'ingénierie ont joué un rôle important dans la défense. Parmi les réalisations significatives d'Archimède figuraient des catapultes et des balistes qu'il a améliorées pour lancer des pierres, des flèches et d'autres projectiles sur de grandes distances. Archimède calculait soigneusement les dimensions et les angles d'inclinaison de ces dispositifs, ce qui augmentait leur précision et leur portée. Grâce à de telles catapultes, les défenseurs de la ville pouvaient bombarder les navires romains et les machines de siège avant que les ennemis n'atteignent les murs. Une autre invention célèbre d'Archimède, mentionnée dans des sources anciennes, était le grappin d'Archimède. Cet imposant dispositif ressemblait à une grue avec un crochet ou une pince et était utilisé pour soulever les proues des navires romains
lorsqu'il s'approchait des murs de la ville. Les navires étaient tirés hors de l'eau, puis relâchés, subissant de graves dommages ou se renversant. Les Romains, témoins de son fonctionnement, étaient émerveillés par la puissance destructrice de ce mécanisme. L'histoire la plus célèbre est celle de l'utilisation des miroirs enflammés. Archimède, dit-on, a conçu un système. Selon la légende, Archimède a développé un système de miroirs qui reflétait les rayons du soleil sur les navires romains. La lumière concentrée pouvait enflammer les éléments en bois des bateaux, les transformant en cibles enflammées. Bien que les historiens modernes doutent de la réalité de ce dispositif, l'idée d'une telle invention illustre clairement l'ampleur de la pensée ingénieuse d'Archimède. Archimède a également amélioré les murs de défense de la ville en créant des dispositifs pour contrer les tours de siège et détruire les fortifications ennemies. Ces mécanismes, basés sur les principes des leviers et des poulies, étaient simples mais très efficaces. La défense de Syracuse, utilisant les inventions d'Archimède, a duré plus de 2 ans. Ces machines non seulement ralentissaient l'avancée des ennemis, mais semblaient également presque magiques, car leur principe de fonctionnement restait incompris par l'adversaire. Bien que Syracuse soit finalement tombée, la contribution d'Archimède à sa défense est devenue légendaire. Après avoir développé des dispositifs pour protéger la ville, il s'est tourné vers la création de solutions techniques pour des tâches quotidiennes. L'un de ses inventions célèbres est la vis d'Archimède, destinée à élever l'eau. Cet appareil s'est révélé si efficace que ses principes. Syracuse a finalement été capturée. La vis d'Archimède est une spirale installée à l'intérieur d'un tube incliné. Une extrémité de l'appareil est placée dans l'eau, tandis que l'autre se trouve à un angle. Lorsqu'on fait tourner la vis, l'eau est capturée entre les spires de la spirale et s'élève le long du tube. Cela se produit grâce à la création d'un mouvement progressif de l'eau le long de la spirale, ce qui lui permet de monter même avec une légère inclinaison. Ce mécanisme simple s'est révélé très utile dans l'agriculture, la construction et d'autres domaines. Dans l'Antiquité, la vis d'Archimède était utilisée pour irriguer les champs, notamment dans les régions où l'accès à l'eau était limité. Par exemple, en Égypte, elle permettait de relever l'eau du Nil pour l'irrigation, et elle était également utilisée pour assécher les marais et remplir les aqueducs urbains. La vis jouait également un rôle important sur les navires, permettant un pompage rapide de l'eau des cales et prévenant ainsi les inondations. Les technologies modernes continuent d'utiliser les principes de cette invention. Aujourd'hui, la vis d'Archimède est utilisée dans les stations d'épuration pour élever les eaux usées en agriculture. L'appareil est également utilisé pour le transport de matériaux en vrac, tels que les grains et le sable. Dans le cadre des entreprises industrielles, sa simplicité et sa fiabilité lui confèrent une popularité même au XXIe siècle. Après avoir développé ses plus grandes inventions et participé à la défense de Syracuse contre les Romains, Archimède a rencontré une fin tragique. Malgré ses travaux géniaux qui émerveillaient ses contemporains, il n'a pas pu échapper aux horreurs de la guerre. La chute de Syracuse en 212 avec JC a mis fin à la vie de ce scientifique exceptionnel. Le général romain Marc a donné l'ordre de préserver la vie d'Archimède, le reconnaissant comme un grand esprit de son temps. Cependant, dans le chaos de la prise de la ville, cet ordre n'a pas été exécuté. Selon la légende, Archimède était assis sur le sol, traçant des figures géométriques dans le sable, absorbé par ses calculs, lorsqu'un soldat romain s'est approché de lui. Le scientifique ne remarqua pas son arrivée.
soupçonnant ou ne comprenant pas avec qui il avait affaire. Le soldat tua Archimède sur le champ. Cet incident tragique souligne la profonde dévotion du scientifique à la science. Même face à une menace mortelle, son esprit restait concentré sur la réflexion et l'étude des lois de la nature. Pour Archimède, ses recherches étaient plus importantes que tout, même dans le chaos ambiant. Cette histoire illustre également le contraste entre la connaissance et la force. Marcellus, conscient de la valeur de la science, a tenté de sauver Archimède, mais son ordre n'a pas pu prévenir la brutalité et l'ignorance du soldat. La mort du scientifique est devenue un symbole de la vulnérabilité des connaissances face à la force brute. La mort d'Archimède a constitué une perte significative pour la science. Ses travaux ont inspiré de nombreuses générations de scientifiques et son nom est associé au génie humain. Les œuvres d'Archimède, qui ont jeté les bases de la mécanique, des mathématiques et de la physique, représentent un des plus grands accomplissements du monde antique. Cependant, après la chute de l'Empire romain, elles ont été menacées de disparition en raison des processus historiques et du déclin de la pensée scientifique. Des processus historiques complexes et le déclin de la science en Europe ont presque fait oublier les réalisations des scientifiques antiques pendant de nombreux siècles. Néanmoins, les travaux d'Archimède ont été préservés grâce aux efforts des savants byzantins et arabes qui ont joué un rôle important dans leur traduction, leur adaptation et leur diffusion. Après la destruction des centres scientifiques de l'Empire romain d'Occident, les œuvres des auteurs antiques, y compris celles d'Archimède, ont été oubliées ou perdues. Cependant, l'Empire byzantin a continué d'exister et les travaux d'Archimède étaient conservés dans la bibliothèque de Constantinople. Les savants byzantins ne se contentaient pas de les recopier, mais les commentaient également, ce qui a contribué à transmettre leur importance aux générations futures. Néanmoins, Byzance n'aurait pas pu assurer seule la préservation des connaissances d'Archimède. Les savants arabes ont joué un rôle majeur. À partir du 7e siècle, durant l'âge d'or de l'islam, le monde arabe est devenu un centre de science et de culture. Les califes abbassides, tels qu'Al-Ma'moun, ont organisé la traduction des textes antiques du grec et du syriaque en arabe. La maison de la sagesse de Bagdad, ou Baït al-Hikma, est devenue le principal centre scientifique où étaient conservés les travaux d'Archimède. Ici, aux côtés des œuvres d'Euclide, d'Aristote et d'autres savants, une attention particulière était accordée à les savants arabes, tels qu'Al-Kindi et Al-Hadith, ont continué à développer les idées d'Archimède. Par exemple, Al-Hamisi a créé ses propres travaux sur l'hydrostatique, dans lesquels il a examiné en détail les principes de la flottabilité des corps dans les liquides. Les traductions des textes antiques étaient accompagnées de commentaires qui expliquaient les points complexes, les rendant accessibles à un large public. Ces traductions sont devenues le lien par lequel les connaissances d'Archimède ont été transmises de l'Antiquité au Moyen Âge, puis en Europe. Au Xe siècle, l'Europe a entamé un renouveau scientifique, connu sous le nom d'époque scolastique. À travers l'Espagne et la Sicile, qui étaient des centres d'échange culturel entre les mondes chrétiens et musulmans, des travaux scientifiques traduits par des savants arabes sont revenus vers l'Ouest. Des traducteurs latins, dont Gérard de Crémone, ont traduit les œuvres d'Archimède de l'arabe en latin et les ont réintroduites dans les universités européennes. Pendant cette période, les travaux d'Archimède sont devenus la base de l'étude des mathématiques et de la mécanique.
inspirant des scientifiques tels que Léonard de Pise, connu sous le nom de Fibonacci. Les travaux d'Archimède étaient particulièrement respectés à une époque où les savants européens ont commencé à se tourner vers les originaux grecs. Les copies des textes grecs, conservées en Byzance, étaient essentielles pour ce processus. Par exemple, son ouvrage sur le méthode, contenant des découvertes dans le domaine du calcul intégral, n'a été retrouvé qu'en 1960 sous forme de palimpseste. Néanmoins, déjà au Moyen Âge, ses idées sur l'hydrostatique étaient activement étudiées. Les travaux d'Archimède sont devenus essentiels à la formation de la pensée scientifique en Europe. Ses découvertes en mécanique ont inspiré les savants médiévaux ainsi que de grands esprits de l'époque moderne, tels que Galilée et Newton. Galilée a grandement apprécié les principes des leviers et de l'hydrostatique développés par Archimède, tandis que Newton a appliqué ces méthodes dans ses recherches. L'histoire de la préservation des travaux d'Archimède illustre comment les connaissances sont transmises à travers les civilisations et les époques. Les savants arabes, gardiens de la sagesse antique, ainsi que les traducteurs européens qui se sont à nouveau tournés vers ses œuvres, ont joué un rôle central dans ce processus. Galilée et Newton.